Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres en images. Nous reviendrons sur le déplacement du couple princier à Florence. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont participé au bal du Lys, une soirée de bienfaisance. Retenez cette nouvelle adresse internet, le www.salleducanton.mc. Il présente tous les événements culturels proposés par la mairie. Nous irons à l'Institut océanographique de Paris où se poursuit le cycle de conférences sur les abysses, richesses et fragilités. Et puis la journée européenne du patrimoine, c'est ce week-end. Vanessa Dessy vous dévoilera le programme du musée océanographique. Le couple princier était dans la capitale de la Toscane, à Florence, pour participer au bal du Lys. Cette soirée de bienfaisance se déroulait dans l'enceinte du Palazzo Pitti. Une partie des fonds récoltés lors de ce gala a été reversée à la Fondation Prince Albert II. Fabien Bonilla et Serge Prémont étaient sur place. Voyez leur reportage. Firenze, ville symbole de l'art, le berceau de la Renaissance, la cité des Médicis. Plus qu'une ville, Florence est une machine à remonter le temps. Entre le Ponte Vecchio, le Palazzo Pitti ou encore bien sûr le Dôme, c'est dans cet écrin florentin que s'est déroulé le voyage officiel du couple princier. Tout d'abord, au Palazzo Vecchio, l'hôtel de ville. Le prince Albert II et son épouse ont été accueillis par Matteo Renzi, le maire de Florence. Le Palazzo Vecchio date du tout début du XIVe siècle. Après la visite des différentes salles, Matteo Renzi a reçu le couple princier dans son bureau pour un entretien et la signature du livre d'or. La délégation monégasque était composée entre autres de l'ambassadeur de Monaco en Italie, l'ambassadeur de Monaco auprès du Saint-Siège, ainsi que de Bernard Fautrier, le vice-président de la fondation du souverain, la fondation du prince Albert II, qui était à l'honneur dans la soirée. Direction le Palazzo Pitti, un palais-musée du XVe siècle. Toutes les personnalités florentines et au-delà se sont donné rendez-vous pour un gala de bienfaisance, de la noblesse au monde de l'industrie en passant par la finance et la culture. La deuxième édition du bal du Lys, une soirée créée et organisée par le consul honoraire de Monaco à Florence. Les relations entre la principauté de Monaco et la ville de Florence datent d'il y a très longtemps. Le consulat de Florence est le plus vieux consulat de la principauté en Italie, il y a 350 ans de ça. J'ai trouvé que ce bal était l'occasion de renforcer, d'augmenter et de stimuler les relations que peuvent être celles de Florence et de la principauté de Monaco. Les profits de cette soirée de bienfaisance serviront pour la moitié à la rénovation de la salle blanche du Palazzo Pitti et l'autre moitié pour la branche italienne de la Fondation Albert II de Monaco. Ça devient de plus en plus important l'activité effectuée par la branche italienne, dont nous avons commencé à être assez opératifs à partir du mois de mars dernier, quand nous avons eu un événement de fundraising à Milan. On a déjà 2-3 projets qui ont été approuvés et on est en train de vérifier, d'étudier de nouveaux projets qui sont de plus en plus intéressants, le tout dans l'objet de la fondation même. Après le dîner, les convives se sont rendus dans la salle blanche. La princesse Charlène a coupé le ruban symbolisant la réouverture de cette salle restaurée grâce aux bénéfices de cette soirée. Une soirée qui s'est achevée par le bal ouvert par le couple princier. La mairie de Monaco a dévoilé un nouveau site internet. Il concerne la salle du canton et présente tous les événements culturels à venir. Léa Bellante vous en dit plus. Au terme de plusieurs mois de travail, un nouveau site internet a été créé pour la salle du canton. Il a été réalisé par le service de communication de la mairie. L'adresse n'a pas changé par rapport au site précédent, mais c'est bien l'aspect pratique qui a été modernisé. Les nouveautés du site, c'est, je dirais, l'aspect pratique. Différents onglets, on trouve exactement ce qu'on cherche. Si on est client en termes de spectateur, eh bien on va pouvoir trouver la programmation avec non seulement une présentation du programme qui est proposé, mais également des facilités d'accès, de parking, tous les aspects pratiques. On a réussi à rassembler, je crois, de manière simple et efficace, toutes les questions que les gens pourraient se poser sur la salle du canton. La salle de spectacle peut accueillir au maximum 1900 personnes et en plus des événements traditionnels municipaux, de nombreux concerts sont programmés pour cette fin d'année. La partie spectacle, c'est Imani,
c'est Dionysos. Et un projet mais très avancé, Benabar pour 2013. Entre autres, on fait aussi des spectacles qui sont un peu plus culturels, avec par exemple le mois de la culture italienne, où on proposera un spectacle également. Il y aura vraiment différentes choses, mais toujours on essaie de garder la qualité qui correspond à la technicité de cette salle. Il est également possible de réserver la salle du canton pour des événements privés. Vous trouverez plus d'informations sur le site de la salle de spectacle. Direction Paris à présent, où l'Institut océanographique poursuit son cycle de conférences. Mercredi dernier, Jean-Georges Malcor, directeur général de CGG Veritas, abordait le thème des grands fonds et plus spécialement la recherche de nouveaux réservoirs d'hydrocarbures. Plus d'explications avec Vanessa Dessy. On l'appelle l'échographie du sous-sol. La géoscience est un ensemble de disciplines scientifiques permettant d'étudier la Terre. Les compagnies pétrolières ont besoin d'explorer des zones de plus en plus difficiles d'accès, tant la demande en énergie est croissante. Pour cela, le leader mondial en la matière, la société CGG Veritas, a pour objectif d'identifier de nouveaux réservoirs de pétrole et de gaz, une technologie très pointue. Sur mer, nous utilisons des grands bateaux sismiques. Ce sont des bateaux qui font une centaine de mètres de long, 30 mètres de large. Et nous équipons ces bateaux de streamers. Pas vraiment de traduction en français, ce sont des flûtes acoustiques remplies donc de senseurs qui viennent récupérer les ondes acoustiques que l'on émet dans le milieu marin et qui sont réfléchies par les différentes strates du sous-sol. Vous l'avez compris, le dispositif est hors norme. 15 km de long et 1 km de large sont nécessaires pour procéder aux études. Les programmes mathématiques sont très complexes et les informations enregistrées quotidiennement représentent 12 milliards d'opérations à la seconde. Un travail réalisé de plus dans des conditions extrêmes. C'est une prospection tout à fait originale et compliquée. Compliquée, vous l'avez dit, par la hauteur d'eau que l'on a traitée, puisqu'on arrive à prospecter jusqu'à 3000 mètres de fond et en dessous du niveau de la mer, mais en dessous de ce plancher maritime, nous descendons encore jusqu'à 10 km de fond. Donc au total, on arrive à imager jusqu'à 13 km entre la surface de la mer et le fond marin. Pas d'hydrocarbures et un écosystème, l'environnement est évidemment au cœur des préoccupations de la société. En contact perpétuel avec la faune et la flore sous-marine, rien n'est laissé au hasard. La moindre goutte d'huile échappée dans l'océan fait l'objet d'un rapport. Même si nous ne sommes pas dans le forage ou dans l'exploration, nous sommes vraiment très en amont, mais nous sommes très conscients à la fois des mammifères marins, par exemple. Nous embarquons sur nos bateaux ce qu'on appelle des mammal watch, c'est-à-dire des gens, des personnels qui, 24 heures sur 24, scrutent l'environnement marin, et dès que l'on aperçoit un mammifère marin, nous arrêtons nos opérations, nous laissons le temps à ces mammifères marins de partir, ou même quelquefois nous changeons de cap de manière à éviter d'interférer avec cette vie sous-marine très riche. CGG Veritas travaille également de concert avec les instituts les plus importants au monde afin de limiter les émissions de CO2 en milieu marin. Pour le coup d'envoi de l'année de la foi, Alain Pastor a présenté pour la deuxième année consécutive son texte sur la vie de Saint-Martin, un texte écrit sous forme épistolaire et adapté en pièce de théâtre. Le reportage de Léa Bellante. Entre mes doigts fragiles, je tenais un manuscrit du Moyen-Âge. Un homme seul sur scène, lisant des textes sous fond de violoncelle. Le spectacle d'Alain Pastor n'a pas besoin de figurants ni d'effets spéciaux. L'année dernière, pour l'anniversaire des 100 ans de la paroisse éponyme de Monaco, le diocèse avait demandé à l'auteur monégasque d'écrire un texte sur la vie de Saint-Martin. Adapté au théâtre avec l'acteur Jean-Paul Lucet, la pièce est rejouée cette année au Théâtre des Variétés et retrace la vie du saint. Hantait encore bien des mémoires. Le succès remporté l'année dernière nous a conforté dans l'idée que ce texte pouvait être facilement, en tout cas utilement, porté à la connaissance d'un public très large et au-delà, si vous voulez, du cadre strict de l'Église. Qui, depuis l'enfance, le fascinait tant. La pièce de théâtre Une vie de Saint-Martin est rythmée par des respirations musicales avec la participation sur scène de Frédéric Audibert, violoncelliste.
C'est un superbe conte qui, bien sûr, en évoquant la vie de Saint-Martin, a toutes les dimensions possibles et imaginables de profondeur, de spiritualité, mais également un côté très anecdotique, si vous voulez, où on n'échappe à aucun des éléments de la vie de Saint-Martin, les miracles, les guérisons, ses rencontres avec le diable, sa création du gouffre de Padirac. C'est en fin de compte une grande histoire que l'on raconte aux gens. Le texte d'Alain Pasteur est également adapté en livre. Il devrait paraître prochainement aux éditions du Rocher. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, Ferdinando Scianna expose à la galerie L'Entrepôt. Le photographe italien présente une vingtaine de clichés en noir et blanc. Derrière son objectif, Scianna nous fait découvrir la Sicile, pays de ses origines. Une exposition à visiter jusqu'au 9 novembre. Un mot également sur cette soirée de gala qui avait lieu au Café de Paris jeudi soir, une soirée organisée par l'association CEP Monaco en faveur de la construction d'un orphelinat au Bénin. Des chefs étoilés tels que Joël Garraud avaient répondu présent pour préparer ce dîner caritatif. Suite et fin de notre série de reportages consacrés à la 17e journée européenne du patrimoine qui se déroule ce week-end. Après le musée d'anthropologie préhistorique ou encore le centre scientifique, partons à la découverte de la programmation du musée océanographique à travers ce reportage signé Vanessa Dessy. Qui mieux que le musée océanographique pour remonter le temps et faire découvrir le passé du prince Albert Ier. Il y a plus de 100 ans, le prince savant inaugurait ce splendide bâtiment. Du haut de ses 85 mètres, il est d'abord édifié pour conserver ses collections et études scientifiques personnelles. Aujourd'hui, il est devenu un lieu incontournable à visiter en principauté. La journée du patrimoine, placée sous le signe des actions du prince Albert Ier, est un véritable honneur pour le musée océanographique. Effectivement, très satisfait que le choix de la direction des affaires culturelles se soit porté sur Albert Ier de Monaco. C'est effectivement le prince Albert Ier est notre fondateur. Il a fondé l'Institut océanographique et plus particulièrement le Temple de la Mer, le musée océanographique de Monaco. Et nous sommes donc tout à fait disposés à faire découvrir un petit peu les facettes du prince Albert Ier dans sa carrière scientifique, océanographique, etc. Dimanche prochain, le musée offrira une découverte exclusive de ce temple de la mer, un programme riche et surprenant. Le programme est en fait en 3 temps. Les temps forts, ce sera les 2 conférences de M. Calcagno, donc notre directeur général, qui va faire donc des conférences sur les traces d'Albert Ier et qui va vous raconter des anecdotes, etc. Il y aura une conférence donc à 11h et une à 15h. Le deuxième temps, ce sont des visites guidées pour suivre un petit peu les traces du prince Albert Ier à travers les salles et les présentations du musée océanographique. Et le troisième temps, ça va être des visites un petit peu plus réduites en termes de nombre de participants, mais qui permettront à certaines personnes donc, de visiter un petit peu les coulisses et les réserves du musée océanographique. Et je ferai personnellement ces visites. À noter que le musée océanographique vous ouvrira ses portes à tarif réduit. Rendez-vous donc le 14 octobre prochain sur les traces du prince Albert Ier. Alors quel temps fera-t-il ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine? La réponse avec les cartes météo. Il n'y aura pas trop de changements samedi, le temps sera variable avec des températures comprises entre 17 et 22 degrés. Dimanche, cela se dégradera progressivement, la pluie menacera la journée de lundi, les températures seront en baisse avec un maximum de 18 degrés. Et enfin mardi, diminution du risque d'averse avec de timides éclaircies, le thermomètre affichera 20 degrés au meilleur moment de la journée. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de nos programmes. Et puis n'oubliez pas notre site internet www.monacochannel.mc pour revoir nos éditions de cette semaine. À très bientôt sur Monaco Info.